Bonjour, merci de m'accorder cet entretien. On a déjà eu l'occasion de faire un entretien ensemble. Eh ben, écoute, je suis ravi de faire un second entretien avec toi. Je suis très fidèle, disons, aux livres mais aux professeurs à distance, des gens qui t'élargissent l'horizon, qui développent des pensées à la fois constructives, enfin, nouvelles, des visions originales. Et donc, je garde toujours le souvenir dans tes travaux de voilà, de cette vision de grande ouverture, d'une approche constructive de ce qui a lieu comme transformation, surtout avec la révolution numérique dont tu es un des plus éminents observateurs et philosophes, puisque tu es, oui, philosophe du cyberespace, de la cybersémantique, selon ton terme. Et donc, bon, c'est toujours un plaisir de te lire, de te suivre aussi à travers Twitter. Et voilà. Et donc, moi, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi à l'occasion de cette crise sanitaire sans précédent, la pandémie du Covid-19. Et donc, évidemment, tu as remarqué que moi, quelque chose qui m'a frappé tout d'abord, parce que bon, c'était quelque chose, c'est la première fois de mon existence que j'assiste à quelque chose d'aussi massif, enfin, d'ampleur planétaire, et avec une rupture sans précédent dans la marche du monde, puisque une autre partie du monde s'est arrêtée de fonctionner. Exactement. Et donc, tu auras remarqué que dans un premier temps, les premières personnes à qui on s'est adressé, ce sont à des philosophes ou des penseurs. Moi, ça m'a beaucoup Oui. frappé. Alors au début, je prenais ça avec un œil particulièrement intéressé et j'ai trouvé, je me suis dit, mais un peu comique ou voilà, un peu illusoire de penser que ces philosophes ou ces penseurs étaient peut-être mieux à même de nous dire ce qui était en train de se passer, dans le sens où j'ai perçu tout d'abord une vision un peu angélique de cette crise, en disant à la faveur de cette crise, le monde va changer, nous allons aller forcément, c'est l'occasion ou jamais, etc. Et comme on a entendu un certain nombre de fois, Ça y est, on va décarboner l'économie, génial. il y a eu au début de cette crise, avec le confinement, il y a eu un certain nombre de personnes qui, justement, ont donné presque une vision quasiment lyrique de la situation, alors que le confinement, bon, c'est vrai que il y a éventuellement des choses très positives à travers cette crise. C'est comme si on est dans une époque de guerre, etc. Et donc, on doit faire la part des choses entre le futile et l'utile, l'essentiel et l'accessoire. Et de ce côté-là, il y a des aspects très positifs. Mais on a trop vite vu, disons, la perspective de changement extrêmement positif. Alors, je me suis méfié un peu de cette vision. Et donc, je voulais savoir un peu, voilà, comment toi, au départ, tu as perçu disons, ce qui se passait. Et puis, on pourra peut-être... Il y a tellement, évidemment, tellement de Ouais. facettes et tout un chacun a la légitimité d'éclairer ou de témoigner de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il observe. Mais par rapport à certains aspects clés, je pense que ça sera très intéressant de t'entendre. Bon, alors, il y a effectivement énormément de choses à dire, mais peut-être la première chose qui m'a frappé, c'est que, bien sûr, ce n'est pas la première épidémie, voire la première pandémie qui frappe l'humanité. Il y a déjà eu des épidémies de peste qui allaient de la Chine jusqu'à l'Europe, etc. Bon. Et il y a des pays comme l'Afrique, justement, où il y a pas mal de maladies endémiques, épidémiques et tout. Bon. Mais je dirais que c'est la première épidémie de l'âge algorithmique. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une pandémie à une époque où absolument tout le monde est interconnecté, où tout le monde peut s'échanger les statistiques en temps réel, où tout le monde sait ce qui se passe à l'autre bout de la planète parce qu'on le voit, on voit les photos, on voit les vidéos, etc. Et on a vraiment eu la sensation d'un événement
planétaire qui touchait absolument toute la Terre. On pouvait suivre la progression de l'épidémie, les foyers, comment ça se... Alors, euh, ça explique, donc ça c'est une nouveauté complète, qui explique sans doute, mais c'est peut-être pas la seule cause, la deuxième chose qui est aussi entièrement nouvelle, c'est le confinement général avec l'arrêt d'une partie très importante du fonctionnement économique. Parce que, bon, bah, non seulement on ferme les écoles, on ferme les boutiques, on ferme les aéroports, on ferme les trains, on ferme tout. Et tout ce qui n'est pas remplaçable par un fonctionnement à distance en utilisant l'Internet a été stoppé pour, disons, limiter la propagation de l'épidémie. Bon. Alors ça aussi, très peu de gens pouvaient imaginer une chose pareille parce qu'on pensait que, bon, bah, tu, tu sais bien, l'économie, c'est quelque chose de, c'est comme l'idole de notre temps, tout doit s'y soumettre, etc. Puis là, tout d'un coup, pouf, tout le monde a jeté l'économie au deuxième rang et on a dit non, non, la santé d'abord. Et donc ça, oh, c'était vraiment étonnant. Et il faut bien le dire, de façon complètement indépendante des orientations politiques des gouvernements, la droite, la gauche, machin. Hop, tout le monde a fermé. Ouf, il n'y avait pas de distinction. Sauf la Suède et le Brésil, bon, mais qui n'ont absolument rien à voir au point de vue économique. Enfin, donc on voit que voilà, c'était totalement transversal. Bon. Alors, moi, ce que je vois, si on continue sur le plan économique, bon, non, mais avant même de parler de l'économie, après, il faut tout de suite parler de politique. Parce que, bon, d'abord, la tension entre la Chine, les États-Unis et, en fait, la Chine et un peu le reste du monde, qui était là depuis des années, tout d'un coup, s'est révélé comme quelque chose de super important. Et dans tous les pays du monde, on s'est dit, oulala, là là, nous sommes dépendants des Chinois. Oui, parce que tous les gens fabriquaient leurs masques ou je ne sais pas quoi. Les Français fabriquaient leur aspirine en Chine. Et puis tout d'un coup, ils ont dit, hey, oh, il faut qu'on puisse contrôler enfin, le paracétamol. Bon. Donc là, il y a une espèce de course générale à l'autonomie économique, je ne dis pas des pays, mais en tout cas des grandes régions économiques. Hein. L'Europe, le monde indien, l'Amérique du Nord, etc. Il y a un certain nombre de continents qui se disent « Ouh là là, il faut qu'on soit autonome, au moins à l'échelle de ces entités géopolitiques ». Et ça va un peu à l'inverse de la tendance à la mondialisation qu'il y avait avant. Bien entendu, on ne va pas arrêter de faire du commerce, on ne va pas fermer les ports. Mais ce qui est important et qui, à mon avis, va se confirmer, c'est une tendance vers les économies dirigées. C'est-à-dire que les gouvernements vont dire, voilà, ça, tel secteur stratégique, eh bien, c'est nous qui allons le maîtriser, on ne va pas faire appel au moins cher sur le marché mondial. Ça, à mon avis, ça va être pour un certain temps. Bon. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que bon, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à l'Internet et qui, dès les années 80, en fait, disait c'est le médium du futur, on va tous communiquer comme ça, etc. Bon, bah là, c'est clair que la communication mondiale a entièrement basculé dans le numérique. Le télétravail, la télémédecine. Bon, moi, j'avais un petit problème. Au lieu d'aller à la clinique à Ottawa,
enfin, j'ai pris rendez-vous, le médecin m'a téléphoné et puis il me dit, bon, ben voilà, dites-moi ce que vous avez, on va discuter, s'il y a besoin de prendre une photo. Je n'avais plus besoin de me déplacer. Pareil pour l'enseignement. Zoom, sur lequel on est en train de discuter, sa capitalisation boursière a été multipliée par 20. Bon, les teams de Microsoft, leur utilisation a été multipliée par 30. Enfin, tout, et pendant le temps de la pandémie, et on y est encore, toutes les capacités de communication du cloud travaillent au maximum de leur capacité. C'est-à-dire, s'il y avait un petit peu plus, ils ne pourraient pas. Tellement les gens communiquent à distance. Donc, il y a une espèce de changement général de civilisation avec un resserrement des économies, une utilisation beaucoup plus forte de tous les moyens électroniques. Et je dois dire aussi une augmentation des pouvoirs politiques. Et quand je dis les pouvoirs politiques, je veux dire aussi bien au niveau des villes que des régions ou des États ou des provinces, que des États-nations ou des États fédéraux. Parce que là, on a bien vu que des décisions extrêmement importantes concernant la vie et la mort étaient prises par ces États ou par ces pouvoirs politiques, des décisions économiques, des changements juridiques, etc., avec une certaine, alors avec des protestations aussi, mais avec une certaine acceptation de la population. Et on voit aussi que, disons, une sorte de fusion entre la santé et le gouvernement, qui existait depuis un certain temps, depuis la sécurité sociale, mais là, ça s'est beaucoup accéléré. Mais je veux dire, fusion entre la santé, le gouvernement et tout cet appareillage de communication électronique avec le contact tracing, etc., tous les problèmes euh, de vie privée, de contrôle des données personnelles, etc. Alors, malgré tout ce qu'on dit, moi, ce que je vois, c'est que l'immense travail de recueil de données personnelles, et en fait sur toute la population qui avait commencé avant la pandémie, s'accélère, se poursuit, se concentre, et que donc on va vers des régimes bon, disons, semi-totalitaire. Alors, bien sûr, c'est pas partout exactement pareil, hein. Et puis, c'est pas le totalitarisme des années 30, 40 du XXe siècle, c'est autre chose complètement. Mais ce qu'on voit en Chine, par exemple, est particulièrement impressionnant. D'accord? Parce que là, toutes les entreprises, les grosses entreprises de cloud qui sont les équivalents de, tu sais, Baidu, Tencent, Weibo, Sina, machin, enfin, toutes les grosses entreprises de cloud chinoises travaillent absolument la main dans la main avec les autorités. Ils sont en train de construire une énorme base de données de l'ADN de toute la population mâle, on ne sait pas pourquoi. Enfin bon, comme par hasard, ça commence par le Xinjiang et le Tibet. Bon, on ne sait pas pourquoi, hein, bon. Ils sont en train de faire une immense base de données pour la reconnaissance faciale. Tout ce qui se dit sur les médias sociaux est enregistré. La censure est extrêmement, une censure subtile, c'est-à-dire quand ça va trop loin, on empêche, on arrête seulement les leaders, etc. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas les gens de dire ce qu'ils pensent absolument, mais on contrôle l'opinion, mais d'une manière statistique. Et
En réalité, si tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement le même phénomène, avec cette différence que les grandes entreprises du cloud, elles sont plutôt démocrates que républicaines, donc elles jouent un peu la guerre contre l'administration Trump, mais il n'y a aucun doute qu'il y a une très forte symbiose entre les services militaires, les services de renseignement et les grandes compagnies du cloud. Donc on va vers un nouveau type de régime politique avec, beaucoup plus dirigé, beaucoup plus autoritaire que ce que c'était. Si c'est possible. Voilà. Ça, c'est ce que j'observe, malheureusement. Je ne peux pas faire semblant de ne pas le voir. Alors moi, je suis connu pour être un optimiste, pas dire des choses dystopiques et tout. Mais là, honnêtement, là, avec tout l'optimisme que j'ai, je suis obligé de constater cette évolution. Oui, alors Pierre, j'ai bien noté. Donc, ce que tu affirmes sur, par exemple, cette idée, justement, toi qui es un optimiste, euh, disons, de manière innée, tu vas vers voilà, l'aspect positif, constructif, etc., des évolutions en cours. Quand toi, tu parles de régime semi-totalitaire, voilà, donc ça veut dire vraiment que comment dire que c'est que tu as sous-pesé la question puisque tu as tendance justement à voir les choses, disons, d'une manière plutôt éclairée, plutôt ouverte. Je vais reprendre. Donc, tu as développé le rapport à l'économie, aux politiques particulièrement et au numérique. Alors, reprenons peut-être le premier point sur l'économie, là où je vais te rejoindre. Et effectivement, là, il y a une leçon, une bonne leçon, enfin une bonne nouvelle pour l'humanité, dans le sens où jusqu'ici, l'économie, enfin le libéralisme économique qui aujourd'hui règne partout sur la surface de la planète, au point que moi je le vois presque dans son versant religieux, c'est-à-dire que la croyance disons, dans le consumérisme, l'infinitisation du marché, voilà, la marchandisation du monde, le fétichisme de la marchandise, etc. Tout ça, Disons-le franchement, le matérialisme. voilà, ben, disons que c'est la première croyance aujourd'hui. Moi, je le présente comme ça, c'est-à-dire par-dessus Oui. les religions. Aujourd'hui, que l'on soit chinois, arabe, sud-américain, voilà, finlandais, on croit tous en le marché, en la matière, la consommation, et nous savons que cette croyance, et c'est ça aussi, nous savons par la science, par des données, nous savons que cette croyance nous conduit à la ruine et qu'il faudrait d'autres planètes pour pouvoir soutenir ce rythme de consommation. Nous savons que sous peine de problèmes beaucoup plus graves que la pandémie actuelle, nous risquons, sous peine de ne pas changer de mode de vie et vraiment de limiter nos croissances, nos excroissances. Nous sommes condamnés à un réchauffement qui sera extrêmement sévère, un dérèglement climatique, etc. Voilà, nous savons que cette croyance nous conduit vers l'abîme, que nous sommes embarqués dans une sorte de Titanic, mais nous avons une sorte de fatalisme jusqu'ici. Nous avions une sorte de fatalisme dans le sens où on dit on ne peut pas arrêter l'économie, oui, c'est à chacun de faire le geste qu'il faut, le geste, le rapport, changer son rapport écologique, mais on ne peut pas arrêter cette machine, tout va trop vite, qui va pouvoir arrêter ça? Et on en était presque à imaginer que ça serait presque, voilà, qui va détruire les idoles, enfin, voilà, de cette croyance. Et là, à la faveur de cette pandémie, c'est ça aussi que je trouve positif, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a pu arrêter l'économie, mais pratiquement complètement, ou disons vraiment au strict minimum, à une échelle. Voilà. Voilà, en quelques jours, ça s'est fait. Alors, sans parler des raisons, si elles sont fondées ou infondées, mais en tout cas, en cas de danger, c'est-à-dire nous savons que disons, l'humanité dans son ensemble
court un danger très grave à poursuivre sa manière de vivre, de consommer, etc., son rapport non seulement aux autres, mais aux animaux, à la nature, etc., et qu'il nous faut changer. Et là, nous avons la preuve qu'il est possible d'arrêter disons, voilà, cette croissance infinie. On peut la réduire à quasiment un peu. Et puis, c'est ça aussi le côté positif qui a émergé, c'est que les gens se sont concentrés sur l'essentiel. Maintenant, il y a un autre volet de l'économie que l'on passe maintenant sous silence, c'est-à-dire maintenant qu'on a fait cette démonstration et que, bon, même dans le cas où on va reprendre, le coût économique de cette crise va être terrible. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un peu, je veux dire, c'est vraiment, voilà, les gens qui perdent leur emploi, enfin, des usines qui ferment, des indépendants, des commerçants qui sont ruinés, enfin, tout ça va avoir un coût catastrophique, à la fois pour des grandes entreprises, mais aussi pour les individus, Tout le pour les monde, en fait. indépendants, pour les employés, pour les salariés. Et donc là, on ne peut pas, à ce stade, avoir une évaluation de ces conséquences, mais on nous dit qu'il faudra plusieurs années pour se remettre Ben, c'est du de bon cette crise. sens, Voilà. parce que les États se sont endettés d'une façon incroyable. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir bientôt des baisses d'impôts, plutôt le contraire. Et si tu as des masses de chômeurs, une économie qui va très mal, etc., cette tendance à l'économie dirigée dont je parlais tout à l'heure va forcément se poursuivre parce qu'il va falloir trouver des solutions, etc. Donc, c'est pour ça que je vois des régimes politiques autoritaires, enfin, sous des noms ou des idéologies superficielles peut-être différentes, mais dans la pratique, il va bien falloir régler les problèmes. Alors, il y a aussi, enfin, toujours sur, mais comment ça se fait qu'on s'est arrêté si vite? Moi, je me suis posé la question, évidemment, plusieurs fois, mais il y a une chose, c'est que on ne peut pas, à l'heure où tout le monde a une caméra dans son téléphone intelligent, voir des gens mourir à la porte d'un hôpital parce qu'il n'y a plus de lit. Tu comprends? Parce que c'est ça qui se passait si on n'avait pas arrêté. C'est que les gens seraient à moitié agonisants sur les marches de l'hôpital et on en aurait vu des centaines comme ça, puis ça aurait fait le tour du monde. Il n'y a pas un seul pays qui voulait que donner cette image au reste du monde. C'est aussi une question de, tu vois, de self-respect en quelque sorte. Et donc, bah après tout, la vie humaine, bon, puis il y a des gens qui disent oh, oh, ça touche les vieux, c'est pas grave. Quoi? C'est pas grave, ça touche les vieux, c'est tes parents, imbécile. Je vous dis, c'est quoi? Oh, bah mon père, ma mère, ils peuvent crever. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu comprends ce que je veux dire? C'est inacceptable. Donc, il y a une espèce de non, on peut pas. On peut pas. Quelque part, l'éthique, mais en même temps aussi le respect de soi-même et l'image qu'on donne aux autres faisait que n'était pas possible de dire ah bah voilà nos systèmes de santé sont trop encombrés donc on va pas vous soigner, on va vous laisser mourir. Non, on peut pas. Donc c'était la seule solution. Mais il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu cette visibilité qui est amenée par le nouveau système de communication, les choses se seraient peut-être passées autrement parce que cette visibilité n'existait pas avant. Voilà. Quand il y avait des épidémies, il y avait des scènes horribles dans les rues, mais voilà, elles étaient vues seulement par les gens qui y participaient. Alors là aussi, c'est un point qui est intéressant à voir, c'est on a eu une peur, ou peut-être une peur exagérée des conséquences en termes de mort de cette pandémie, et que des images, on n'aurait pas peut-être voulu voir des images qui circuleraient, mais si on ramène les morts importantes, enfin la contamination, etc., à d'autres formes de maladies épidémiques, de maladies infectieuses, cette maladie reste tout de même, comment dire, assez limitée. Je pense qu'il y a une étude qui est parue dans la recherche, j'ai oublié le nom des auteurs, mais une étude assez intéressante qui s'intitulait Sortir d'un confinement aveugle, qui montrait que, en fait, le nombre de décembre 2019 à juin 2020,
en 6 mois, l'humanité, il y aurait 30 millions de personnes qui décéderaient dans le monde, dont la moitié, une quinzaine de millions, de maladies infectieuses, épidémiques, autres que le coronavirus. Donc c'est juste pour montrer l'échelle. Nous avons des millions de morts de famine, enfin, les cancers, etc. Sans compter aussi que, bon, je sais aussi que dans le calcul enfin, des décès, des personnes atteintes, des personnes guéries, etc. Il faut aussi tenir compte des effets aussi du confinement qui vont se traduire aussi, qui vont sur le plan de la létalité, sur le plan des troubles psychiques, des angoisses, l'usage des addictions, la violence conjugale, enfin, ce confinement, parce que, bon, toi, tu es un privilégié, tu as une belle vue, tu es sur un bois, moi aussi, j'ai la nature, mais il faut Une belle dire que bibliothèque à la maison. voilà, donc pour nous, c'est un enrichissement. Nous écrivons, on prend le temps de réfléchir. Donc le confinement, on le fait, disons, de manière, Vous disons, on le savez, fait toute notre vie, on est confiné et on le fait avec béatitude et extase. Mais pour la plupart des gens, des milieux populaires qui vivent dans des logements exigus avec leurs enfants, etc., ça a été vécu comme une grande contrainte et une violence. Et je précise que même dans certains pays, le confinement dure jusqu'à présent. Et ça nous amène aussi à ce volet politique dont tu as parlé. Euh, donc, tu as évoqué l'aspect positif dans le sens où il y a ce retour vers le local. Peut-être que nous, il y a 30 ans, au moment de l'écroulement du mur de Berlin, on a accueilli la globalisation, les oui, nouvelles formes de mondialité, la communication ubiquitaire, les bras ouverts, le libéralisme aussi qui a contribué à l'élévation du niveau de vie, l'accès au crédit, l'accès à la consommation, comme oui. des choses positives, parce qu'on avait aussi des sociétés dirigées qui fonctionnaient sur la pénurie, sur le manque, la frustration, etc. Mais force est de constater que, voilà, en 2020, 30 ans après l'effondrement de la fin de la guerre froide, ben, les mondialités actuelles, disons, elles ont toutes sortes de toxicité. Donc, cette pandémie aussi est une forme de mondialité parce que c'est moins la pandémie elle-même que les voyages et les échanges qui la propagent, qui créent le danger. Et donc, il y a ce besoin d'un retour vers le local. Et donc, nous avons aussi, moi j'ai écrit un papier, j'ai lu ton article donc, que tu m'avais signalé, qui sera aussi indiqué en lien dans la vidéo. Et j'avais écrit, moi, un papier dans la revue Politis, un petit court papier sur le versant, disons, politique, la retombée politique de cette pandémie. Je voyais venir, bon, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, l'avènement de sociétés sécuritaires. Et Ah, je, tout à fait. je prenais l'idée que, tu te rappelles que Foucault, dans Surveiller et punir, en 1975, avait travaillé sur Pourquoi? les sociétés disciplinaires. Donc, Oui, voilà, donc qu'il avait vu mise au point du 16e au 19e siècle à travers tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus dociles et utiles. Alors, c'est la discipline, elle s'enseigne, c'est l'hôpital, l'armée, dans toutes sortes de milieux d'enfermement. Donc, il voyait l'hôpital, l'armée, l'école, les prisons, les internats. Il réfléchissait sur le système panoptique sur lequel avait réfléchi aussi le penseur Bentham, donc un dispositif pour surveiller sans être, de voir sans être vu, etc. Gilles Deleuze, que tu connais bien, en 1987, parlait voilà, de société de contrôle. des sociétés de contrôle, donc l'idée que Ouais, on y l'information... est. Pardon. Je dis, on y est. Voilà, la société de contrôle, c'est-à-dire qu'une information, c'est un ensemble de mots d'ordre, que informer, c'est faire circuler un mot d'ordre, et que nous entrons dans une société de contrôle et que ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin de milieux d'informement et qu'on peut tourner dans des systèmes ouverts. Et ils voyaient déjà à l'époque le télétravail comme un système ouvert, mais de contrôle, ou d'autres formes, l'apprentissage permanent, etc. Donc, il était extrêmement critique sur toutes ces dimensions. Et moi, je vois venir une dimension de plus avec ce confinement qui assure un méga contrôle.
vers des sociétés sécuritaires, et je le place, alors je ne vais pas me prétendre me positionner par rapport à ce qu'a avancé Foucault ou Gilles Deleuze, mais moi, à la pandémie, je la vois, la guerre contre le virus et cette mobilisation sans précédent qui a justifié qu'on puisse arrêter l'économie mondiale, elle a un précédent, c'était la guerre contre la terreur et le 11 septembre, etc. Et je vois une logique, c'est-à-dire que voilà, l'ennemi, la guerre contre la terreur, ça crée enfin, on fonctionne sur la peur, et donc on mobilise les gens, voilà, sur un système, voilà, mobilisation, guerre contre la terreur, et là, contre ce virus, on mobilise aussi cette peur, parce que nous avons peur de ce virus, et les individus sont, à travers les systèmes de surveillance, de contrôle, que le numérique permet, donc ça, là on rejoint donc l'autre aspect, c'est qu'on est vers l'avènement de sociétés sécuritaires et que cette notion de sécurité, depuis une vingtaine d'années, elle a la prééminence sur toutes les autres valeurs dans les relations internationales. Il suffit de parler de menaces de sécurité voilà, pour mener soit des expéditions punitives ou des expéditions militaires, pour aussi pourchasser des lanceurs d'alerte de type Assange ou Snowden, etc. Donc, cette notion sécuritaire est devenue aujourd'hui extrêmement importante. Tu noteras que même dans les sciences sociales et humaines, aujourd'hui, il y a des formations, le cursus des études sur la sécurité fait son entrée dans les sciences sociales et humaines. Et donc, vraiment, c'est devenu un aspect prépondérant des relations internationales. Et donc, je vois venir avec cette idée du contrôle big data et big pharma, un peu cette combinaison entre Ah, les 4 ou 5 géants de l'informatique et du numérique, couplés oui, aux grandes industries pharmaceutiques. On nous demande on va avoir contrôle sur nos données médicales, nos données de santé. On va rendre accessible le secret de nos gènes, c'est-à-dire nos maladies, nos tares qui arrivent de manière adventice ou qui sont congénitales. Et donc, voilà, il y a une mise sous contrôle, mais avec sur un impératif sécuritaire. Et moi, ce que je vois, c'est que le fait que toi, tu parles de régime totalitaire alors que tu avais écrit il y a près de 25 ans, tu décrivais la cyberculture, le cyberespace comme un universel sans totalité. Tu vois, donc, ouais, ben, c'était une possibilité, mais bon, alors si tu me permets, c'est-à-dire que cette tendance, bon, là je suis en train de travailler sur un concept que j'appelle l'État plateforme, très intéressant, je voulais y revenir justement, oui. parce que, bon, c'est sûr que l'État-nation, c'est une forme politique qui n'existait pas avant le XVIe siècle, d'accord? Il y avait des royaumes, des systèmes féodaux, des empires, des cités, etc. Il n'y avait pas d'État-nation, ça n'existait pas. Et ce n'est pas le seul point d'appui, mais enfin, c'est sûr que sans l'imprimerie, il n'y aurait pas pu y avoir d'État-nation. Donc l'imprimerie, la révolution industrielle, la révolution scientifique, un certain nombre de choses comme ça qui ont consolidé cette nouvelle forme politique, lui ont permis d'émerger. Et ceux qui se sont retrouvés dans ces premiers États-nations, comme euh, l'Espagne, l'Angleterre, la France, suivie par l'Allemagne, l'Italie, etc., sont devenus extrêmement puissants sur le reste du monde. Bon, maintenant, c'est fini. Je veux dire, l'Europe n'est plus qu'une région comme une autre. Mais à l'époque, évidemment, toutes ces révolutions, y compris la révolution industrielle, leur ont donné un pouvoir extraordinaire. Mais là, ce que je vois, c'est s'appuyant sur le numérique, une nouvelle forme politique émerger. Ce que je vois, c'est que euh, les grandes fonctions régaliennes comme battre monnaie, comme être responsable d'une santé publique d'une population, comme contrôler le marché. Tu sais, dans les anciens empires, il y avait toujours quelqu'un qui allait contrôler les poids et mesures, voir si tout se passait bien sur le marché, etc. L'éducation, etc. Enfin, en tout cas, même la justice, euh, l'établissement des cartes, les systèmes de GPS. Bon, aujourd'hui, il y a encore une
compétition entre le GPS américain et le système opposé chinois contrôlé par des grandes entreprises qui font la 5G, etc., qui est encore plus précis que le GPS. Donc, bref, des grandes fonctions qui sont traditionnellement des fonctions de gouvernement sont de plus en plus occupées par des grandes entreprises du cloud, y compris le contrôle du débat public, l'espace public, l'espace de discussion politique. Là aussi, c'est contrôlé par Twitter, Facebook, etc. Et pour le moment, il y a une alliance entre ces grandes puissances montantes, ces États-plateformes, disons, qui sont encore en devenir, tu vois, et les États-nations traditionnels. Mais ce que je prévois, c'est que les États-plateformes vont devenir une couche supérieure, ils vont s'appuyer sur les États-nations traditionnels, mais ils sont plus puissants. Leur bureaucratie est beaucoup plus efficace que la bureaucratie des États. Même pour les populations, leur garantie, je veux dire, quelqu'un qui achète sur Amazon, il va peut-être être plus rassuré que par un label de la Food and Drug Administration, tu comprends? Parce que c'est garanti par Amazon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont même une autorité. Facebook crée sa monnaie, une monnaie mondiale, et qui, d'ailleurs, sera beaucoup plus efficace et pratique à utiliser que la monnaie réelle. D'accord? Parce que si tu regardes les banques, quand tu veux faire des transferts internationaux, c'est la croix et la bannière. Je veux dire, pour un individu, là, je ne te parle pas pour un trader qui est entre Shanghai et New York. Là, moi, je te parle pour le Pékin moyen, si j'ose dire. C'est pas facile. Donc, si ces compagnies te mettent entre les mains de nouvelles monnaies, etc., bon, bah, voilà, tranquillement, ils sont en train de prendre la place de l'autorité politique. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans tout ça, parce qu'il y a tous ces aspects économiques, juridiques, etc., c'est la conversation publique. Alors, tout le monde dit, oui, Facebook, c'est dégueulasse, il laisse parler X ou Y. Alors, oui, il laisse Trump dire des choses horribles, ou il laisse tel djihadiste parler, ou l'ayatollah Khamenei, ou etc. Donc là, on reproche à Facebook de ne pas censurer. Et puis, il y a toute une autre partie de la population qui reproche à Facebook de censurer, parce qu'il censure. En réalité, tu ne peux pas faire autrement, parce que des fois, c'est de la folie, ça peut être dangereux. Donc, quand on reproche à Facebook à la fois de censurer et de ne pas censurer, ça veut dire que tout le monde reconnaît implicitement que c'est à eux de régler la parole publique. Et ça, c'est énorme. Ce sont des évolutions de mentalité qui accompagnent le déplacement des pouvoirs. Oui, non, effectivement. Et là, on revient à tes travaux sur la sphère sémantique et cette conversation créatrice dont tu parlais dans tes livres. Simplement, cette conversation créatrice que nous appelons tous de nos voeux, pour qu'elle se perpétue, qu'elle se propage, qu'elle se reproduise, qu'elle se répande, celle-là, qu'elle s'accroisse et s'augmente. Voilà. Là aussi, dans cette vision, je trouve très intéressant ce que tu dis de ces géants du numérique qui deviennent des États plateformes. Et donc, c'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'État, l'histoire des institutions étatiques. Les formes politiques. Voilà, les États traditionnels qui sont plus puissantes. Voilà, exactement. Et donc, c'est une nouvelle couche supérieure. Simplement, justement, dans le côté, alors voilà, conversation publique, il y a la chose publique. Et ce qui fait problème, et
une partie des gens qui aiment le numérique, qui l'utilisent, se révoltent un petit peu contre la mainmise des grands groupes privés, des technologies propriétaires, c'est qu'ils voudraient, enfin, du point de vue de l'ingénierie, ils trouvent ça une innovation fantastique, mais le fait que ça soit utilisé à des fins, enfin, que ce soit dans les mains de privés et qui accroissent, disons l'inégalité économique, je, encore plus dans le monde. Hein, c'est-à-dire que ces 4 ou 5 géants accaparent l'essentiel des richesses. Bon, ce n'est pas les seuls acteurs en jeu, mais si tu veux, dans un monde économique où ça, c'est une donnée, 1% de la population mondiale possède plus que 90% de la population restante, voilà, 99%. Ça, c'est les chiffres de Oxfam, etc. On est dans un monde, bon, même le mot oligarchie ne rendrait pas compte de cette réalité, de cette immense inégalité qui est inscrite dans l'ordre des choses, dans les marchés financiers, dans l'ordre du monde aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas des données c'est une ONG qui chaque année, c'est le dernier rapport de l'ONG Oxfam qui le publie juste avant le forum économique de Davos. Mais cette parole publique, cette conversation publique, elle se décline sur Facebook et les gens rêvent peut-être d'un système où justement qui soit véritablement public, qui ne soit pas manipulable ou contrôlable. Là, je reviens à l'autre versant. Donc, ces États plateformes, c'est une réalité, mais en même temps, c'est aussi une emprise encore peut-être plus importante que celle des États traditionnels. Est-ce que, de ton point de vue, qui est celui d'un savant, qui œuvre pour le partage des connaissances, pour la diffusion de la connaissance, pour l'éducation, l'enseignement, la recherche, etc., la créativité, là, est-ce que tu vois une utopie ou une alternative à disons, à cette détermination de quelques groupes ultra puissants? Voilà, on a parlé des big data, mais et sur le plan médical, on a les grandes industries pharmaceutiques. Mais est-ce que dans ce numérique, dans ces états plateformes, est-ce qu'il y a la possibilité pour quelque chose d'alternatif et qui rende, disons, qui rende, comment dire, qui consacre la citoyenneté, enfin, qui améliore, perfectionne cette citoyenneté qui a aussi quelques, enfin, qui date de la Grèce peut-être, mais qui, au fur et à mesure, s'est améliorée, s'est enrichie elle aussi. Ouais. Bon, alors, peut-être je voudrais dire un mot sur les 1%, parce que je trouve que c'est un peu… Je ne trouve pas le mot français, parce que là, moi, je vis dans un monde de plus en plus anglo-saxon, un peu misleading, cette histoire de 1%, parce qu'en réalité, les gens qui ont une énorme fortune, genre Bill Gates ou etc., ou bon, actuellement le gars d'Amazon, Bezos, bon, c'est pas tellement… Le problème, c'est pas tellement qu'ils ont beaucoup et que les autres ont peu, parce que si tu distribues tout l'argent de ces gens-là à ceux qui n'ont rien, ça leur ferait pas grand-chose, tu vois. Et en plus, c'est pas de la richesse qu'ils peuvent consommer, parce que même si tu manges du caviar au petit déjeuner et puis que tu as 3 Rolls-Royce en or dans ton garage, bah, tu as toujours pas dépensé tes milliards de dollars en capital, tu vois. Donc, je pense que ces gens hyper riches, en réalité, leur fonction principale, c'est pas qu'ils consomment plus que les autres, parce que c'est des êtres humains comme je veux dire, c'est des organismes humains après tout, donc c'est symbolique cette histoire qu'ils valent 1 milliard. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie de tous les jours? Il faut toujours, tu comprends, ils ont des besoins naturels comme tout le monde, etc. Ils vont mourir. Bon, en réalité, c'est la fonction d'investissement qu'ils exercent et que les autres ne peuvent pas exercer. Parce que c'est ça, avoir du capital. C'est être capable de dire, je vais investir dans tel domaine plutôt que dans tel autre. Donc, en réalité, c'est du pouvoir à ce niveau-là, beaucoup plus que de la richesse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je Oui, veux dire. oui. La capacité d'orienter l'économie qui est entre les mains
des gens qui ont beaucoup d'argent, d'accord? Mais il faut voir aussi que cette capacité, parce que elle est aussi entre les mains des grandes compagnies d'investissement qui ont, par exemple, en Amérique du Nord, toutes les retraites par capitalisation des gens, tu vois. Et le retraité ou celui qui économise pour sa retraite, ce n'est pas lui qui décide. En réalité, c'est ces grandes compagnies. Donc, en fait, cette élite financière, c'est une élite de la décision d'investissement. C'est comme ça que je le vois, moi. Et c'est vrai que c'est très possible que ce pouvoir soit, dans les années qui viennent, partagé avec les pouvoirs politiques, beaucoup plus qu'avant. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question sur comment résister aux États plateformes, bon, il faut. C'est des pouvoirs absolument énormes, hein, qui reposent sur des bases matérielles. Tu sais, c'est ces fameux centres de données ou centres de calcul. Les gens n'ont pas idée. On dit la nuagique, c'est dans les nuages, etc. Ce sont des bâtiments monstrueux à plusieurs étages qui contiennent des milliers d'ordinateurs interconnectés qui sont reliés, enfin, je veux dire, à des centrales électriques parce que ça dépense une énergie formidable, etc. Il y a un espèce de réseau mondial de tels centres de données. Bon, on parle des Américains, mais il faut bien regarder ce qui se passe là en ce moment. Les Chinois s'y mettent à fond, construisent des centres de données parce qu'ils ont bien compris. Là, en ce moment, ils en ont construit un dans les Himalayas, au Tibet, pour drainer tout ce qui se passe en Inde, en Indochine, etc., et le traiter dans leur. Parce que plus c'est haut, moins ça demande d'énergie à refroidir, parce que c'est ça Ah qui oui, coûte oui, cher. oui, oui, oui. D'accord. Bon, c'est pour dire, il faut voir, c'est à une échelle énorme, quoi. Donc, entre ces États plateformes, c'est ça, c'est pas seulement du logiciel, c'est ça la base de leur pouvoir. Ce sont ces centres de calcul qui sont les ordinateurs du monde, en fait, hein. Alors, je ne veux pas dire, allez, on fait la guerre à ces gens-là. Non, je crois qu'il faut faire du judo, c'est-à-dire utiliser leur force à augmenter l'intelligence collective. Parce que eux, ils peuvent contrôler, ils peuvent censurer, ils peuvent orienter d'une manière ou d'une autre, mais sans utilisateurs, ils ne peuvent rien faire. Et donc, on a quand même beaucoup de pouvoir, sauf que c'est un pouvoir distribué. C'est un pouvoir stigmergique. Tu vois ce que c'est la communication stigmergique entre les insectes qui communiquent par l'intermédiaire d'un environnement partagé en laissant des traces, etc. Donc, moi, je vois la mémoire commune comme cette espèce d'environnement stigmergique. Et franchement, je ne vois pas d'autre solution qu'une éducation à l'intelligence collective. C'est-à-dire comment utiliser ces extraordinaires pouvoirs de mémoire, d'analyse, de simulation, de communication, de coordination, etc. Parce que c'est quand même là. Comment l'utiliser au service de l'intelligence collective et du développement humain? Comment l'utiliser au service de l'apprentissage collaboratif? Il y a moyen, je veux dire, on est encore à la préhistoire de ce point de vue-là. Il faut pas que les profs, ils ne savent pas quoi faire, ils font du synchrone sur Zoom, alors qu'il y a mille autres façons d'organiser de l'apprentissage collaboratif que de faire cours avec les élèves en face de soi. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça doit se passer. D'accord. Donc, il faut donner beaucoup plus d'autonomie aux gens, il faut trouver de nouvelles façons de les stimuler, il faut trouver. Voilà. Alors, éduquer à, à la curation de données, c'est-à-dire au filtrage, à la catégorisation, à l'évaluation des données, éduquer à l'apprentissage collaboratif
éduquer à la coordination dans ces environnements stigmergiques, ne jamais se laisser apprendre aux gens à ne pas se laisser stupéfier par les statistiques, les grands nombres, le big data, etc. Parce que, oui, les statistiques, c'est bien, mais qui détermine les catégories? C'est-à-dire, tu peux faire des statistiques, c'est compter finalement. Mais qu'est-ce que tu comptes? C'est quoi cet objet que tu dis, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois? D'accord? Donc là, il y a un problème de catégorisation, une catégorisation qui a toujours lieu, mais qui est la plupart du temps implicite. Donc, comment on catégorise? Est-ce qu'on a des modèles causaux? Qu'est-ce qui influence quoi? Dans quel ordre? Dans quel sens? Est-ce que c'est de la causalité circulaire? Donc, en fait, on ne peut, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se passer de théorie. On ne peut pas se passer de modèles causaux. Et que les mêmes données statistiques, tu peux les interpréter avec des modèles causaux différents. Les mêmes données brutes, tu peux les filtrer, les travailler et obtenir des données travaillées différentes. Tu vois? Donc, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas ce que c'est qu'une donnée, comment on la traite, la nécessité de modèles causaux pour les interpréter, alors à ce moment-là, tu peux faire passer n'importe quoi auprès de n'importe qui. C'est une des choses les plus importantes à enseigner pour l'éducation. On l'a bien vu pendant la pandémie, parce que c'était une espèce de pornographie statistique tout le temps, les courbes, les machins, etc. Puis ils disaient, oui, mais moi, mes données, elles sont comptées comme ça, oui, mais moi, elles ne sont pas comptées de cette façon, etc. On a bien vu cette espèce de cacophonie statistique, et à mon avis, ça a mis en évidence le besoin d'une espèce de système de coordonnées sémantiques, de système de métadonnées, au moins les mêmes choses veulent, enfin les mêmes termes veulent dire les mêmes choses pour des gens, même qui parlent des langues différentes, etc. Bon, on voit bien tous les problèmes. Donc, d'une part, adapter, mais plus qu'adapter, révolutionner l'éducation dans le sens de l'appropriation des données et de l'analyse des données. Il ne suffit pas de savoir lire un texte, il faut savoir interpréter des données. C'est la nouvelle littératie. D'accord? Et alors, au niveau des infrastructures publiques mondiales, moi, je regrette, je sais que j'ai l'air d'un fou, mais on a aujourd'hui un système de méridiens et de parallèles universel. On a un système de GPS universel, on a un système de mesure du temps universel. Il nous faut un système de coordonnées sémantiques. Sinon, d'abord, ou bien ça sera la cacophonie, ou bien ça sera une fragmentation par grandes zones géopolitiques ou par État-plateforme, dont chacun va contrôler ses métadonnées et leur donner des sens différents, et on ne pourra pas avancer dans le domaine des sciences humaines, de régler les grands problèmes des équilibres écosystémiques, etc. Alors, sur ce point, Il faut que l'intelligence collective puisse se coordonner. sur tes travaux, bon, évidemment, sur la notion d'intelligence collective, tu as fait depuis très nombreuses années des travaux pionniers, donc tu as introduit cette notion dès le départ dans l'émergence du cyberespace et après que tu sois venu au Canada, tu as travaillé sur sur un système de coordonnées sémantiques, de donner, voilà, une approche, disons, sur cette dimension sémantique, donc sémantique au niveau du signe, de la signification. Euh, la signification, je ne sais pas quel est cet auteur qui renvoyait, j'ai une citation en tête qui disait le signe ne renvoie pas à un objet, mais à un interprétant ou à une interprétation. Euh,
Oui, tu, ça tu- c'est Peirce. voilà, alors, voilà, voilà. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais, parce qu'on perçoit intuitivement ce que tu veux dire. Évidemment, c'est fondamental ce que tu dis sur l'éducation aujourd'hui pour, pour, pour nager, pour surnager au milieu du déluge d'informations, de l'info, la pollution, les fausses nouvelles. Il faut être de plus en plus affûté pour déterminer les nouvelles, pour ne pas agir instant, etc. Et effectivement, au niveau de l'apprentissage, nous n'en sommes vraiment qu'au stade du balbutiement, puisque chacun qui se débrouille un peu comme il peut. Bon, à l'université, je pense il y a des disciplines, les humanités numériques, des choses comme ça, ton propre travail qui œuvre mais enfin, c'est encore très cette éducation, elle doit être généralisée dès primaire pratiquement, parce que maintenant les enfants naissent avec les données, avec les écrans, avec les algorithmes. Je vais juste te donner, je m'excuse de t'interrompre, mais Oui, je t'en comme prie. c'est mon interview, bon. Alors, mais euh, moi, j'ai enseigné, là, j'ai pris ma retraite parce que j'en pouvais plus d'enseigner. Mais parce que tu sais, quand tu as des amphis de 200 étudiants en face de toi, il faut que tu leur donnes des notes, etc. Bon, c'est pas facile. Mais bon, mais j'ai adoré, surtout dans les derniers temps, parce que je faisais toute l'interaction par l'intermédiaire des médias sociaux, tu vois. Donc, j'ai expérimenté des nouvelles modes d'enseignement. Pas, parce qu'il ne faut pas leur enseigner voilà, un objet puis qu'ils doivent l'étudier pour l'apprendre. Non, il faut qu'ils le fassent pour le comprendre, tu vois. Et donc, on a expérimenté des modes d'intelligence collective réflexive simplement en utilisant Twitter. Tu vois. Ils prenaient des notes avec le hashtag du cours, pendant le cours, en direct. Ils pouvaient voir les notes que que les autres étudiants prenaient de ce que je disais. Si certains avaient mal compris, ils pouvaient corriger en temps réel. Pour qu'ils s'amusent un peu, ils avaient le droit de mettre des mèmes, des photos, des choses, des émoticônes, etc. Régulièrement, ils devaient relire ce qu'ils avaient écrit pour réfléchir sur ce qu'ils avaient appris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'essayais d'organiser une boucle d'intelligence collective réflexive. On se rend compte de ce qu'on fait ensemble, on y réfléchit collectivement, tu vois. Et à la fin, ils m'ont dit, mais on a beaucoup plus appris que s'il y avait eu des QCM à la fin du truc, il faut apprendre par cœur, etc. Bon, en plus, c'était amusant. Voilà, j'ai gamifié un peu le truc. Je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Non, mais Oui, c'est ça. Pierre, C'est dans la manière de faire qu'il faut changer, tu vois. Bon, maintenant, sur IEML, écoute, oui, alors, pour revenir sur Peirce. Donc, Peirce, il a dit, dans la signification, il y a trois aspects. Il y a le signe, ce à quoi le signe fait référence, et l'interprétant qui fait le lien entre le signe et ce à quoi le signe fait référence. S'il n'y a pas d'interprétant, il n'y a pas de signification. On est d'accord. Donc, le rôle de l'interprétant est absolument essentiel. Et là où ça se complique, c'est que dans le simple… Et alors, tous les animaux sont capables de communiquer, d'échanger des signes, etc., même les plantes. Alors, dans le cas de l'humanité, nous avons des signes un peu plus compliqués que les autres, parce qu'elles sont divisées en signifiant et signifié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le signifié fait partie du symbole. Ce n'est pas la même chose que le référent. Si je dis arbre, le mot arbre, il a un signifiant et un signifié. Mais il n'a pas de référent. C'est seulement si je dis l'arbre qui est en face de moi que le mot arbre a un référent et que je peux dire ah, c'est un palmier, ah, c'est un chêne, ah, c'est un érable. Tu vois, donc là, j'ai fait le Maroc, la France et le Canada. Bon. Alors, il faut bien comprendre la complexité de la notion de signification, mais aujourd'hui, c'est quoi les données? C'est la forme contemporaine des symboles, tout simplement. Tous les symboles sont numérisés. Quand on parle de données, on parle des symboles. L'humanité est une espèce symbolique. On construit
des écosystèmes symboliques. On vit en symbiose avec des écosystèmes symboliques. Mais aujourd'hui, les symboles sont des données. Et donc, nous sommes aussi en symbiose avec les algorithmes qui nous permettent de manipuler les données. D'accord? Donc, c'est toute cette nouvelle, c'est une mutation anthropologique, en fait. Là, ça fait depuis 20 ans, on commence vaguement à s'en rendre compte. Là, aujourd'hui, il y a 60% de la population qui est connectée à Internet. On va très vite vers les 80-85%. Bon, ça aussi, c'est une des mutations énormes, peut-être plus importante que la pandémie en elle-même. Elle nous a montré cette nouvelle situation. Tout d'un coup, on s'est rendu compte, ah, on peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Hein, le travail à distance, on ne pouvait vraiment pas faire avant. Alors, mon projet de système de coordonnées sémantiques, bon, j'ai inventé une langue qui a vocation à être utilisée comme système de coordonnées sémantiques, c'est-à-dire comme système de métadonnées pour les données. Ça permettrait un raisonnement automatique sur la mémoire numérique en général, si elle était indexée en IEML. Donc, tu transformerais toute la mémoire en système d'intelligence artificielle, en quelque sorte. Ça permet aussi de multiplier les capacités d'interprétation, parce que c'est fait de telle sorte que une chose qui est dite par quelqu'un dans tel contexte au sujet de tel ensemble de données puisse être réinterprétée par quelqu'un d'autre d'une autre façon, dans un autre contexte, etc. Donc, ça ne ferme absolument pas les capacités d'interprétation. Au contraire, puisque le sens est formalisé, enfin, le signifié est formalisé, parce qu'il y a une espèce de parallélisme entre le signifié et le signifiant, et les algorithmes ne peuvent travailler que sur le signifiant, que sur la forme matérielle, bien sûr. Donc, grâce à ce parallélisme entre le signifié et le signifiant, ils peuvent désormais travailler sur le signifié. Et donc, ça te permet de dire ce que tu veux et d'interpréter les choses comme tu veux, et ton interprétation de la prolonger par un traitement automatique, par une exploitation utile de la mémoire. Donc, ça nous ferait une mémoire que tout le monde pourrait exploiter, mais à ses propres fins, tout en étant conscient de la manière dont les autres l'exploitent. Donc, pour faciliter l'intelligence collective, on pourrait se prendre des petits bouts de système d'interprétation. Tout ça serait ouvert, tu vois. Et enfin, eh bien, puisque maintenant, tout ce qu'on fait désormais se trouve dans la mémoire numérique, et que donc ça reflète qui nous sommes, ce que nous faisons, ça nous permettrait de nous rendre compte de ce que nous faisons ensemble, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas, parce que nous n'avons que des feedbacks quantitatifs. On n'a pas de feedback sur le contenu, on n'a pas de feedback sur le sens. Et c'est ce que j'appelle l'intelligence collective réflexive. Alors ça, moi, ça c'est mon projet de civilisation, et je suis toujours étonné de, de crier dans le désert et que personne trouve que c'est une bonne idée. Tiens, on devrait s'y mettre. Mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer. Non, moi, je trouve ton exemple de l'utilisation dans le cadre d'un enseignement de Twitter, ça, j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais avec tes étudiants sur le réseau social Twitter. J'ai trouvé ça absolument remarquable, même si je n'arrivais pas à suivre les détails, mais j'ai compris cette dimension réflexive. Au fur et à mesure que tu donnes ton cours, ils interagissent et donc ça fait une sorte de boucle, si j'ai bien compris, et, une boucle qui est au service de ton enseignement, donc pour à la fois internaliser ton enseignement, mais aussi pour que l'apprenant lui aussi projette ou voilà, questionne ou critique, commente, augmente l'enseignement. Donc ça, je trouve absolument remarquable et c'est un des plus beaux exemples. Les Américains quelques Américains sont assez forts dans ces utilisations. Il n'y en a pas tant que ça finalement.
je dois le dire, c'est assez rare de voir cette qualité-là émerger et être mise au service, dans les réseaux sociaux, être au service de l'enseignement. Euh, et ce que tu me dis sur le sens de coordonnées sémantiques, bon, tu m'as donné des explications. Euh, euh, nous sommes aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que dans le numérique, c'est ça aussi qui m'interpelle, c'est que nous avons cruellement besoin de cette approche dont tu parles, euh, qualitative, euh, sur la dimension sémantique, un feedback sur le sens, parce que ce que l'on voit malheureusement, je ne dis pas que c'est exclusif, mais on voit dans le numérique, à travers ces réseaux sociaux, disons, une amplification, oui, une amplification de la société médiatique avec ces phénomènes de buzz, ces phénomènes d'agrégation d'audience, à la poursuite du nombre de likes ou de j'aime, de feedback. Je crois que les concepteurs même, on a entendu les inventeurs de cette technique-là de quantifier le nombre de clics ou de cœurs ou de j'aime, dire qu'ils ont travaillé sur le plan cognitif, c'est-à-dire ce sont des pulsions, je ne dirais pas des pulsions, mais que ça active quelque part quelque chose au niveau du fonctionnement neuronal, des zones de plaisir. Enfin, il relève de quelque chose de libidinal, de pulsionnel, comme la pornographie ou comme ce que l'image télévisuelle qui nous fascine, même si on voit, je m'excuse, des bêtises, etc. Et on reste comme ça et on en redemande parce que inconsciemment, ça sécrète quelque chose au niveau des neurotransmetteurs ou je ne sais quoi, mais c'est une stimulation des neurotransmetteurs qui est quasiment directe. Ça te rajoute un petit shot de dopamine, tu vois. Et ce qui est incroyable, tu vois, j'ai été retweeté 6 fois. Oui. Voilà. Non, et ce qui est incroyable, c'est que moi, je connais des savants, des gens qui ont eu tous les honneurs, toutes les médailles, qui passent à la télévision, etc., mais qui ont littéralement perdu la tête parce qu'ils ont eu des centaines ou des milliers de j'aime ou de followers. Donc, c'est pour dire qu'il se passe quelque chose au niveau du numérique qui est encore plus, pas exactement, mais quelque chose vraiment de plus excitant au niveau neuronal. Mais ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on sent qu'on a un rapport, si tu veux, par rapport à la question du sens, la production du sens. Je ne suis pas sûr que c'est ça aussi vers quoi je voulais venir, vers la fin de notre entretien. Oui, savoir, j'avoue que tu évoques un régime au niveau politique, une direction un peu semi-totalitaire, dirigiste, etc. Donc, un recul de nos libertés, d'une certaine manière, le contrôle, etc. Mais sur le plan de la production de culture, nous savons qu'il y a une société de la connaissance extraordinaire qui a cours. Simplement, force est de constater que ce ne sont pas ces agents, ces producteurs d'intelligence collective, de sens, qui sont aujourd'hui en première ligne de cette société numérique ou de cette combinaison de la sphère médiatique traditionnelle avec la nouvelle sphère numérique. Et nous avons, c'est-à-dire des gens qui dominent, qui s'agrègent des audiences. Nous avons je dirais, c'est des sortes d'intellectuels, mais disons qui mobilisent des thèmes populistes, voilà, et qui vont traiter de l'histoire et qui s'accaparent le sujet de l'histoire ou de la philosophie ou du religieux, etc., et qui exercent une influence considérable et qui est pour la plupart du temps déplorable parce que ce ne sont pas un travail ce sont pas disons, ils ne sont pas dans une démarche vraiment de savoir, mais plutôt voilà, après, il y a un versant idéologique. Je veux dire, quand on voit maintenant, c'est plus l'ère des maîtres à penser intellectuels, mais la scène intellectuelle aujourd'hui me semble, en tout cas ceux qui dominent cette sphère numérique ou cette sphère, nous avons les conspirationnistes d'un côté, nous avons ceux les extrémistes, et nous avons aussi les populistes qui manipulent les questions de souveraineté pour exprimer toutes sortes de rancœurs, de fermentation théorique. Donc, plus que jamais, je dirais, oui, tu as l'impression de prêcher dans le désert, mais plus que jamais, nous avons besoin
d'une production de sens, d'un système, d'une économie de production de sens, dans le sens que tu appelles, et comment faire pour que la société innumérable de savants aujourd'hui, et Oui, aujourd'hui, voilà, tout le monde, on a quelque quand même, part, est oui. savant ou artisan ou créateur. Comment faire pour que ces gens-là, puisqu'on disait que le numérique, il y a une désintermédiation, on est producteur, on est éditeur, etc. Mais comment faire pour justement se passer de ces nouveaux intermédiaires qui à la fois, soit contrôlent par le système, disons, par le système de plateforme ou par des agents qui, qui créent de nouvelles idéologies qui sont extrêmement pernicieuses. Moi, le complotisme, je trouve ça déplorable. Bon, je peux le comprendre quand des gens Alors, sont attends, faiblement. sur le complotisme, je dois te dire une chose, c'est que tous les camps accusent l'autre d'être complotiste. Donc, ça ne veut plus rien dire. Le complotiste, c'est toujours l'autre. Oui. Tu Non, comprends ce que je veux oui. dire? Non, moi, ce que je dis, le complotisme, c'est disons, une sorte de réponse, de quête de réponse automatique à des questionnements sociopolitiques et presque religieux, c'est-à-dire une explication en amont, tout est anticipé, préparé, mais j'ai envie de dire par rapport au complotisme que le monde est infiniment plus conspirationniste que ce que nous disent ces idéologies qui sont des versions Oui, simplifiées. Je, oui, c'est je vais ça. donner juste un ou deux exemples. Je veux dire, quand ce que nous a révélé Assange Oui, ou Snowden, c'est infiniment plus monstrueux voilà, comme société de surveillance que toutes les théories. Donc, c'est des versions simplifiées qui peut-être peuvent satisfaire certains individus, mais qui ne rendent pas compte de la complexité, de la complexification des processus en cours. Donc moi, je ne sais pas pour dire que le monde va forcément mieux, mais je dirais que c'est une version simplifiée et évidemment faussée, biaisée de la réalité, mais ce n'est pas le seul danger. Il y a aussi le danger souverainiste, voilà, bouc émissarisation du migrant, de l'étranger. Enfin, il y a des choses, il y a des réflexes un peu nauséabonds et à certains égards, des fois, on se dit que nous sommes, qu'il y a la possibilité que nous revivons un peu ce que les années 30 du siècle dernier, que petit à petit, des thèmes oui. nauséabonds, voilà, qu'il y a des systèmes autoritaires qui se mettent en place. Nous attendions beaucoup des mouvements sociaux qui sont appelés sur le numérique, des mouvements protestataires un peu partout dans le monde, qui changent de politique, qui justement produisent du sens, et nous voyons partout le recul des libertés, le retour de l'autoritarisme. Enfin, donc et ce qui me Y frappe aussi, compris dans les mouvements d'opposition. Y compris dans les mouvements d'opposition, par exemple aux États-Unis, sont très autoritaires aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Mais tu dis le retour des années 30. Bon, peut-être même le retour du Moyen Âge. Ou peut-être, si on veut être optimiste, on va dire le retour de la Renaissance. C'est beau la Renaissance, c'est une oui, nouvelle magnifique. civilisation. Mais comme par hasard, c'est la grande époque des guerres de religion. Alors, parce que les gens qui cassent les statues partout, là, euh, je me dis, mais il y a eu dans l'histoire des moments où les foules ont cassé des statues partout. Hein. Et ce n'est pas seulement la fin de la guerre, enfin l'écroulement du système soviétique. Le passage de l'Empire romain païen à l'Empire romain chrétien, pof, ont cassé les statues partout. J'imagine la conquête arabo-musulmane, il y a eu quelques statues qui ont dû être détruites. Euh, Pendant les guerres de religion en Europe, les protestants ont détruit énormément de statues. Pendant la Révolution française, il y a eu énormément de statues détruites aussi. Donc on est un peu dans ces moments-là de basculement d'un esprit public vers un autre, tu vois, ou de passage d'un type de religion à un autre type de religion. Et donc, on détruit les idoles, on casse les statues. Ça m'a beaucoup fait rire de voir en Amérique
qu'ils ont détruit la statue de Christophe Colomb, la statue de George Washington. Je veux dire, c'est même pas des gros esclavagistes. Enfin, tu vois, c'est des symboles identitaires énormes. Donc, il y a quelque chose là. Et puis, tu sais, sur le complotisme, bon, honnêtement, là, prenons le cas de Trump. Je sais, il ne faut pas parler de ça, mais quand même. Bon, on sait qu'il a répandu énormément de fausses nouvelles, qu'il a dit des complotismes genre Obama n'est pas vraiment américain, enfin, tu vois, des trucs vraiment gros, quoi. Mais quand je vois que pendant 2 ans pleins, les démocrates ont affirmé sur tous les tons que c'était une taupe russe, ce qui était complètement absurde. Parce que si tu veux critiquer Ouais. Trump, ce n'est pas les sujets qui manquent, d'accord? Pourquoi dire qu'il était payé par Poutine? C'est pas vrai du tout. Puis c'était invraisemblable. Puis ça a été démontré faux, etc. Puis il y en a qui continuent à le croire. Donc c'est une forme de complotisme là aussi. Mais c'est ça. C'est de tous les côtés et c'est faux. Et on le répète et on le répète. Et c'est dans le New York Times, et c'est sur CNN, etc. Donc Fox dit des trucs débiles, mais CNN dit des trucs débiles, tu comprends? C'est tout. Alors, bon, il faut faire un petit pas en arrière, faire un travail, moi, ce que je dis tout le temps à mes étudiants aussi, si tu veux, tu ne peux pas faire de l'intelligence collective si tu ne fais pas de l'intelligence individuelle. Et il faut commencer par le commencement. Donc, toujours croiser les sources, toujours écouter différents points de vue, toujours revenir à l'histoire, ne pas parler d'un sujet si on ne l'a pas étudié, pas juste répéter ce qu'on entend dire, etc. Il y a un certain nombre de réflexes, tu vois. Si tu vas sur mon fil, sur mon compte Twitter, tu vas voir le nombre de listes que j'ai. Quasiment, j'ai une liste par pays. Et pour chaque pays, j'ai le gouvernement, les partis d'opposition, les machins, etc. Donc, tous les pays ont des points de vue différents et à l'intérieur de chaque pays, il y a des points de vue qui s'opposent. Tu as D'accord? développé une vision multiperspectiviste sur. Multiperspectiviste pour essayer de comprendre qui dit quoi, pourquoi, parce qu'il y a toujours des raisons pour lesquelles on dit quelque chose. D'accord? Mais si tu ne fais pas ça, tu restes enfermé dans un certain point de vue. Tu vois. Alors, c'est pour ça que mon idée de à la fois mon utopie, c'est ça. C'est unifier la mémoire mondiale avec un système de métadonnées sémantique qui n'est pas lié à une langue naturelle particulière qui serait l'anglais ou le français ou le chinois ou l'arabe ou le russe, mais un système qui est fait pour expliciter les concepts, d'accord, et pouvoir calculer toutes les relations entre tous les concepts, si tu veux, et pouvoir imposer tes propres métadonnées sur n'importe quelle donnée et pouvoir partager les données et les métadonnées. Ça devrait être quelque chose d'universel. Ça serait, comment dire, la base sur laquelle une nouvelle civilisation devrait pouvoir s'élaborer, tu vois, une sorte d'écriture scientifique des concepts. Mais pas seulement pour automatiser les raisonnements logiques, pour automatiser les relations sémantiques. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser le calcul arithmétique, le calcul statistique, le raisonnement logique. On n'est pas capable de calculer les relations sémantiques. Et on est dans une illusion terrible de croire que parce qu'il y a Google Translate qui te permet de passer automatiquement d'un texte dans une langue à un texte dans une autre langue, mais le système est purement basé sur des statistiques, que le système comprend ce qu'il y a dans le texte. Il ne comprend pas. D'accord? Il n'y a pas ce texte qui dit ça en français. En fait, ça veut dire tel concept, et à partir de ce concept que j'ai bien compris, je le traduis en anglais. Non, ce sont des mots au sens de la matérialité des mots français qui sont traduits dans la matérialité des mots anglais à cause de corrélations statistiques. Il n'y a pas de compréhension. L'intelligence artificielle
c'est du bluff marketing, c'est pas vrai, d'accord? Donc, voilà, ça que je veux dire, on n'a toujours pas acclimaté le sens d'un point de vue numérique. On pourrait le faire, et ça, pour moi, c'est la révolution à venir. Alors, pour le moment, parce que c'est un problème qui, sur le plan intellectuel, scientifique, technique, est absolument énorme. C'est pour ça que j'y travaille depuis des années. Mais je pense que, enfin, en tout cas, je ne sais pas, parce que je dis ça tout le temps, mais l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Mais à un moment donné, quand j'aurai ma première version, je vais essayer de lancer quelque chose comme les amis d'IEML ou quelque chose qui ne soit pas une entreprise d'ingénieurs, mais de gens qui comprennent les enjeux de civilisation et qui se mettent derrière comment dire, cette entreprise qui, est, à mon avis, est 1000 fois plus importante que d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars. Permettre à l'intelligence collective humaine de se défragmenter, pouvoir exploiter pleinement toutes les ressources de mémoire de toutes les traditions. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas comme une bibliothèque, il faut penser différemment. Voilà. Ça me semble, moi, ça me semble, moi, c'est la deuxième fois qu'on s'entretient à ce sujet. Bon, j'avais lu aussi ton livre sur la sphère, le premier volume de la sphère sémantique. Et pour moi, je sens très fortement que c'est quelque chose qui annonce, enfin, qui est programmé dans l'avenir de ce qui se joue aujourd'hui. Et ça m'a fait, pendant que tu parlais de cette vision perspectiviste, ça me rappelait la citation de Leibniz. Je ne sais pas si c'est dans la monadologie, non, je ne crois pas. Mais cette idée où il parlait de la ville qui est vue de différentes perspectives. Enfin voilà, chacun développe une perspective totalement. Mais en fait, il s'agit de la même ville. Oui. Tout le monde a des points de vue différents. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça un peu? Est-ce que c'est la difficulté, c'est l'unification de cette vision multiperspective, de cette infinité de points de vue, d'interprétations, de possibilités? Est-ce que c'est l'unification qui fait la difficulté? Ben, disons que moi, depuis très très longtemps, mon mot d'ordre philosophique, c'est l'unité ouverte. Parce qu'on a beaucoup de mal à penser l'unité en dehors d'une totalisation ou d'une clôture. Parce qu'il faut, et la mémoire commune, c'est ça. Il y a bien une unité de la mémoire commune. D'accord ? Tout ce qui se trouve aujourd'hui dans les bases de données de la planète, dans les bibliothèques, dans les musées, dans les… D'accord, voilà. Tout ça, ça existe, ça a une unité. Sauf qu'on est incapable de l'exploiter comme une unité. Parce que chacun veut garder son point de vue, sa petite partie de la mémoire avec un point de vue sur cette petite partie qui est l'organisation exclusive de cette petite partie. Or, ce que je défends, c'est une interopérabilité générale à l'intérieur de cette mémoire, mais une interopérabilité qui autorise tous les points de vue possibles et imaginables, et qui donc exploite, rend fertile cette mémoire. C'est ça le point, et avec des moyens algorithmiques, avec les moyens d'aujourd'hui. Voilà, et ça me parle aussi beaucoup, parce que ça me rappelle aussi cette notion de traduction, pas simplement d'une langue à l'autre, mais de translation d'un concept à l'autre, aujourd'hui d'une discipline à l'autre, parce que c'est aussi, finalement, ça accompagne ce que tu es en train de dire. Chacun veut garder sa propre perspective et ses propres catégories, et finalement sa propre spécialisation, où enfin, ce processus éducatif de spécialisation des savoirs, où on sait de plus en plus de choses sur de moins en moins de choses, et en fait, il s'agit d'opérer tout le contraire, de multiplier et d'avoir des passerelles interdisciplinaires, de pouvoir faire que ces dialogues, finalement, l'écriture dialogue. Et en fait, un concept aussi qui peut nous aider, c'est cette notion, l'idée d'une traduction, mais
voilà, d'une traduction comme translation, comme déplacement d'une zone à Oui, une autre, d'une discipline ou d'une culture ou d'un concept ou à un autre, trouver la meilleure translation ou la meilleure traduction. c'est ça, c'est ça. Et ben, ce que tu dis sur les sciences humaines, c'est très important parce que nous héritons d'une situation où les sciences humaines sont divisées, fragmentées en disciplines. À l'intérieur de chaque discipline, il y a des théories différentes. C'est très difficile de départager les théories ou de les tester parce que c'est des théories qui sont en général non testables. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas formelles, elles ne sont pas mathématisées. Et puis selon que tu arranges tes données d'une manière ou d'une autre, ben, ça te le confirme ou ça ne te le confirme pas. Donc, bon, voilà. Alors que on se trouve dans une situation où on n'a jamais eu autant de données sur le comportement et sur la mémoire humaine, où on n'a jamais eu autant de possibilités de calcul pour traiter ces données. Donc normalement, ça devrait être un âge d'or pour les sciences humaines. Et je crois qu'il y a un âge d'or qui vient, une véritable révolution scientifique dans les sciences humaines. Et si tu regardes comment s'est fait la révolution scientifique dans les sciences de la nature, dans les sciences exactes, genre comme si l'humanité ne faisait pas partie de la nature. Enfin bon. Mais bien sûr qu'elle fait partie de la nature. Mais on dit les sciences de la nature, on veut dire la physique, la chimie, la biologie. Bon. Eh bien, par une unification du cosmos. D'accord? Ce n'est pas un univers différent qui est sur la Terre ou qui est dans le ciel. C'est la même nature qui obéit aux mêmes lois. Et ces lois sont exprimées de la même façon, mathématiquement. Alors, bien sûr, au début, c'était, comme tu dirais, selon une géométrie euclidienne ou, comme dirait Isabelle Stenger, seulement en regardant les états et pas en regardant les processus, etc. Mais on a évolué, on est devenu relativiste, on est devenu chaotique, on a complexifié les modèles, etc. Mais on est resté dans le cadre d'un univers. Dans les sciences humaines, on est incapable d'avoir un univers culturel, un monde des idées, d'accord? Pas le monde des idées de Platon où les idées sont fixes, d'accord? Mais le monde des idées tel qu'il est en symbiose avec l'espèce humaine et tel qu'il Un évolue en même mouvement temps. brownien des idées. Mouvement brownien, reproduction, évolution, écosystème, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Bon, mais ce monde des idées-là, dans lequel on vit et par lequel on vit, on est incapable de l'observer. Parce qu'on a toujours des petits points de vue. Mais ça, c'est l'économie, mais ça, c'est la sociologie, mais ça, c'est la psychologie, mais ça, c'est la linguistique, etc. Et puis, tout ça, c'est… Voilà. Et pourtant, on a toutes ces données et pourtant, on a tous ces moyens de calcul. Alors, derrière mon projet IEML, il y a aussi ça. D'accord? Donner un système de coordonnées infini dans lequel se développe ce monde des idées à l'intérieur duquel nous vivons et par lequel nous vivons. Oui, en tout cas, je retiens de ton projet sur l'EML, en fait, cette possibilité de sensibiliser sur cette question du sens, d'acclimater le sens d'un point de vue numérique de la société, puisque à la faveur de cette crise sanitaire et de la pandémie, on a vu que maintenant l'essentiel se passait dans le numérique. Et parfois, c'est une bonne chose, pour te dire clairement. 90% des voyages par avion concernent des gens qui vont d'un pays à l'autre pour 2 heures de travail en réunion, pour voilà, un colloque. Et aujourd'hui, presque tout peut se faire. Voilà, on peut réduire l'empreinte carbone. Enfin, on pourra aménager de manière utile. Le télétravail aussi a fait ses preuves. Le télétravail a fait ses preuves à la faveur de cette crise, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait quantifier, enfin, évaluer, disons, le télétravail, non pas sur des heures de présence, mais sur des objectifs. Et partout, on réalise que les gens atteignent 120, 130% des objectifs qui leur sont fixés. Donc,
il va y avoir un certain nombre d'acquis, mais il n'en demeure pas moins important que la question du sens, la question de voilà, quel genre de conversation publique doit émerger, se propager par rapport à ce qu'on évoquait, à ces dangers, à ces manipulations, à ces lectures idéologiques, ces phénomènes de repli ou de rejet ou de peur. Et donc, je verrais, moi, que il me semble que tu as pour toi, bon, tu voyages partout dans le monde, tu es très populaire dans de nombreux pays, de très nombreuses universités, et tu as pour toi de t'intéresser au numérique depuis très longtemps, donc tu as un point de vue constructiviste sur la chose, sur les réseaux sociaux, etc. Et avec toute la formation aussi des sciences sociales, sciences humaines, tu as travaillé avec Michel Serres, donc des gens, voilà, un ange du savoir. Et donc, tu as pour toi la possibilité de sensibiliser des gens qui ne voient peut-être pas très bien le volet, disons, l'aspect, l'ingénierie algorithmique derrière le numérique, mais voilà, sur la question du sens, mais développée dans les arts et des humanités un peu traditionnelles. Je pense qu'on gagnerait à attirer les gens vers cette question parce que de toute façon, la question du sens émerge. Les gens se disent en quête de sens, on voit des pertes continuées de sens. Et bon, on observe aussi des productions de sens ou des promesses de sens, mais clairement, il y a dans ton travail voilà, quelque chose qui accompagne. C'est ça que je trouve aussi très intéressant. Tu as aussi une ouverture des autres cultures, tu es intéressé aussi aux traditions spirituelles. Donc, c'est pour toi, tu as déjà mis en acte, si tu veux, cette prise en compte de multiperspectiviste. Hein, donc, voilà, comment Ah peut-on... oui, oui, c'est sûr que je l'ai vécu. Ben, tu sais, moi, bon, j'ai déjà eu trois nationalités. Toi, t'en es à combien, toi? Moi, Trois aussi? deux, mais Ah bon, d'accord. deux. Voilà. Mes enfants ont peut-être droit à trois, mais moi, j'en ai deux. Bon, alors moi, tu sais, moi, j'ai été tunisien, français, canadien. Et puis là, moi, alors je suis juif, je suis bouddhiste, j'aime beaucoup le soufisme et je lis Sainte Thérèse d'Avila, tu vois ce que je veux dire. C'est Mais, extraordinaire. mais, bon, mais pour moi, c'est pas extraordinaire. Pour moi, je dis, tout ça, c'est dans la même bibliothèque en réalité, tu comprends, bon, c'est le Oui, même humanité. oui, oui, c'est une bibliothèque à la fois euh, une riche bibliothèque et accueillante, qui accueille. Mais en tout cas, vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et donc, tu nous as donné aussi des éclairages intéressants à la faveur de cette crise et en lien avec justement voilà, cette montée du numérique qui accompagne cette crise sans précédent. Et je suis sûr que nous aurons l'occasion aussi de poursuivre notre conversation. Et de toute façon, je te suis et j'indiquerai les liens aussi sur ton blog et sur ton fil Twitter. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pierre, pour cet entretien. Bah, avec plaisir. Moi aussi, je te remercie et j'étais très content de pouvoir parler avec toi. Allez, passe une bonne fin de journée à Genève. Merci, Pierre, et à très bientôt.